Aujourd'hui, on va s'intéresser à une entreprise qui exerce dans le secteur de la cybersécurité. C'est une entreprise que j'ai pas en portefeuille, mais c'est un secteur qui m'intéresse de plus en plus parce que comme on le sait, aujourd'hui, les data, les données, c'est vraiment quelque chose, enfin, c'est un peu le nouveau pétrole. Et donc, forcément, qui dit gestion des données dit cybersécurité. Et les entreprises dans la cybersécurité connaissent une énorme croissance. Et je pense que c'est un secteur qui est vraiment d'avenir. Le problème avec ce genre de secteur, c'est que effectivement, on a, enfin, qui dit forte croissance dit forcément valorisation, ratio de valorisation qui sont extrêmement élevés. Mais aujourd'hui, on va voir que Qualys est sur des niveaux de valorisation qui sont plutôt intéressants. Donc, on va voir tout ça ensemble. On est en dessous, pour vous dire, hein, on est en dessous de 20 au niveau des ratios de valorisation pour les PER, pour le price to free cash flow, etc. On est en dessous de 20, ce qui peut paraître extrêmement faible pour la plupart des boîtes qui sont dans ce secteur-là. Elles sont aux alentours de 30, voire 35, voire 40 parfois. Et là, on est à 20, justement. On a une grosse chute depuis le début de l'année et on va voir tout ça ensemble. Donc on va commencer comme d'habitude avec une analyse du business. On va ensuite voir, voir le management, tout ça. On va voir également la valorisation. On verra les derniers résultats, donc le Q2 2024, les conférences call et je sais qu'il y a le Q3 qui va bientôt sortir, donc je pense que je ferai une vidéo dédiée. Mais en tout cas, c'est parti. Alors pour ce qui est du secteur de la cybersécurité, c'est un secteur qui est extrêmement large. Je vais vous montrer, hein, c'est un secteur qui pèse plus de 200 milliards de dollars et là je crois que c'est les revenus, il me semble. Donc ça veut dire qu'en valorisation, on est à plus de 1000 milliards, ce qui est juste énorme en fait. Et pourquoi ça? Parce qu'en fait, on a beaucoup de sous-segments qui sont directement dans ce gros secteur de la cybersécurité. Et on va avoir notamment des énormes acteurs comme Fortinet qui sont très connus. D'ailleurs, j'en ai légèrement parlé dans une de mes dernières vidéos. On va avoir Palo Alto aussi, Cisco, CrowdStrike, etc. Et on peut voir qu'en fait, il y a différents sous-segments. Je vais essayer d'agrandir juste ici. Et voilà, donc on a à peu près 10 segments. On va avoir par exemple la sécurité réseau. Donc là, ça va vraiment être tout ce qui va être des gros acteurs comme Cisco, Fortinet. On va avoir la sécurité cloud, la sécurité endpoint. Donc en gros, les plus gros acteurs aujourd'hui, dans ceux qui sont vraiment spécialisés dans la cybersécurité. On va avoir en premier Palo Alto. On va ensuite avoir Fortinet et ensuite on va voir CrowdStrike. C'est vraiment les trois plus gros aujourd'hui et c'est principalement de la sécurité réseau. Alors pour Palo Alto et Fortinet, ils font à peu près tout. Ils font de la sécurité cloud, de la sécurité réseau et ensuite on va avoir CrowdStrike qui eux s'occupent des endpoints, c'est-à-dire vraiment des menaces directement dans les systèmes. En gros, Fortinet et Palo Alto, ils vont vendre des produits et services liés au pare-feu. Ils vont faire des pare-feux en fait réseau et CrowdStrike eux vont s'occuper du système en soi, une fois que la personne elle a passé le réseau et qu'elle a passé elle a profité des vulnérabilités justement, et on va avoir CrowdStrike qui va vendre ces produits et services qui vont permettre de détecter directement les menaces à l'intérieur du système. Et ensuite on va avoir donc Qualys, où est-ce qu'il est en fait? Qualys, il est dans un petit sous-segment. De ce que j'ai compris, c'est donc la gestion des vulnérabilités. Et en gros, ça va être entre le réseau et ce que fait CrowdStrike, c'est-à-dire que CrowdStrike va s'occuper des menaces qui sont directement dans le système. Donc elle va gérer les menaces. Ensuite, on va avoir donc le réseau qui va être vraiment la barrière tout autour du réseau, c'est-à-dire que si on passe pas le réseau, on peut pas globalement avoir des cyberattaques, on va dire. Et Qualys, eux, ils vont être entre les deux, c'est-à-dire qu'ils vont s'occuper de la gestion des vulnérabilités, donc c'est-à-dire qu'ils vont scanner les vulnérabilités du système et pourquoi pas les corriger justement. Donc ça va vraiment être principalement ce qu'ils font, c'est du scan en temps réel, hein, bien sûr, des différentes vulnérabilités. Donc ils s'occupent pas du réseau, ils s'occupent pas non plus des menaces directement, mais ils s'occupent de scanner les différentes vulnérabilités et de les corriger. Donc voilà. Donc ensuite donc c'est un secteur vraiment tout nouveau pour moi personnellement, c'est assez complexe, mais je m'y intéresse fortement et c'est pour ça que j'essaye vraiment de m'informer à droite à gauche. D'ailleurs, s'il y a des personnes qui connaissent un peu mieux que moi, qui travaillent dans l'info ou autre, n'hésitez pas à compléter ce que je dis ou à corriger ce que je dis dans les commentaires, ça pourrait vraiment m'aider et même nous aider tous. Et donc, en tout cas, c'est un secteur qui a beaucoup de croissance aujourd'hui. On peut voir que c'est un marché donc qui pèse plus de 200 milliards et qu'on a une croissance estimée du secteur de la cybersécurité de manière générale de 12,3% par an jusqu'en 2030, ce qui est énorme. Et on va voir que ça, c'est le gros secteur de la cybersécurité. Mais ensuite, on va avoir justement ces différents sous-segments qui vont avoir une croissance différente parce que ce sont des produits et services qui sont différents. Et quand on regarde justement le marché de la gestion des vulnérabilités, donc le secteur dans lequel, le sous-segment dans lequel Qualys propose ses services, on va avoir une croissance estimée de 2022 à 2027. Donc là, c'est une étude qui a été menée par l'IDC
Donc on voit que de 2022 à 2027, une croissance potentielle de 9,7% par an, et donc un marché qui devrait passer de 2 milliards, pardon, de 2 milliards à peu près 3,3 milliards. Donc on est vraiment bien en dessous des 200 milliards qu'on a juste avant. À savoir que là, c'est les revenus, c'est pas les capitalisations, encore une fois. Et je crois que justement, Qualys génère à peu près... Alors là, c'est une étude qui date de 2022. Aujourd'hui, Qualys représente à peu près 20, entre 20 et 25% de ce marché. Et on voit aujourd'hui, enfin là, du coup, en 2022, les parts de marché des différents concurrents, et on voit qu'il y a donc Tenable, Qualys et Rapid7 qui sont vraiment les 3 gros concurrents de ce marché-là, de ce marché de niche en fait. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ensuite on a des concurrents qui sont beaucoup plus petits, et finalement c'est vraiment les 3 plus gros qui couvrent plus de 50% des parts de marché. Et pourquoi on s'intéresse à Qualys en fait? Parce que Qualys elle est très intéressante par rapport à ces deux concurrents en termes de chiffres. On va voir ça tout de suite. De toute façon, je remontrerai les différents chiffres ensuite dans la partie quantitative, etc., quand on analysera les chiffres de Qualys. Mais quand on regarde les chiffres de Qualys par rapport aux chiffres de ses concurrents, on est vraiment, c'est vraiment très surprenant dans le sens où on voit que les ratios de rentabilité, donc là on est sur de profitabilité, pardon. Donc là, on est sur la marge opérationnelle de Qualys, alors je vais agrandir un petit peu, de Qualys, de Tenable et de Rapid7. On voit que on est sur quasiment des marges négatives pour pour Rapid7 et Tenable, tandis que Qualys, on est vraiment sur des marges qui sont bien plus élevées. On est passé à peu près de 2% à 30% aujourd'hui, et ça continue d'augmenter. Donc c'est vraiment en croissance, encore une fois. Et ensuite, on va voir donc les revenus. Les revenus, par contre, c'est là où ça pêche un petit peu. On est sur des revenus qui sont beaucoup moins croissants que Tenable et que Rapid7. On voit que Rapid7 et Tenable, on était à peu près ici. Alors je sais plus quand est-ce qu'elles sont cotées en bourse. Elles sont cotées en bourse plus tard, Rapid7 et Tenable. Mais on voit qu'on était, si je regarde, en 2012, on avait un chiffre d'affaires pour Rapid7 qui était moins important que celui de Qualys, mais pourtant aujourd'hui il est plus important. Donc on a eu une croissance, de toute façon il y a marqué entre 28 et 29% par an pour Tenable et Rapid7, et Qualys on est aux alentours de 17. Donc voilà, de toute façon 17 c'est extrêmement important. D'un autre côté, ça va moins vite que ses concurrents. Donc c'est un peu ce qui fait que, et d'ailleurs c'est ce qui fait aujourd'hui qu'on a une croissance qui est un peu moins élevée, et je pense que c'est à cause de ça qu'on a des ratios de valorisation qui sont beaucoup plus intéressants. D'un autre côté, le marché aujourd'hui, j'arrive vraiment pas à le comprendre, dans le sens où quand on regarde Tenable, justement Tenable, Rapid7, on est sur des boîtes qui sont pas du tout, qui ont un niveau de profitabilité qui est beaucoup plus faible que celui de Qualys en fait, et pourtant les ratios de valorisation associés, ils sont beaucoup plus élevés. Et ça, notamment, l'explication, ça serait de dire que c'est la croissance, justement, parce que la croissance, elle est beaucoup plus élevée sur Tenable et sur Rapid7. Par contre, au niveau de la profitabilité, de la rentabilité, on est vraiment à zéro. Et en plus, on va voir que juste après, on a des stock-based compensation qui sont juste hallucinants pour Tenable et Rapid7. Il n'y a aucun rendement pour l'actionnaire. C'est vraiment hallucinant. De toute façon, vous allez voir le rendement, la courbe de Rapid7 et de Tenable, vous allez voir que ça crée aucun rendement, aucune rentabilité pour l'actionnaire, parce qu'il y a énormément de dilution d'actions dues au stock-based compensation qui sont juste énormes. Donc voilà. Justement, très rapidement, là on voit le free cash flow margin avec la croissance du free cash flow, donc les marges du free cash flow. Donc là, le graphique il est assez dégueulasse. Il y a beaucoup de choses. On est sur donc une marge de free cash flow pour Qualys de à peu près 40% aujourd'hui, ce qui est juste énorme, phénoménal par rapport aux concurrents. Encore une fois, on est à 18% pour Tenable, et on est pour Rapid7, on est aux alentours de pareil de 15%. Donc on est 2 fois plus élevé que les concurrents. Et ça, c'est notamment dû au fait que quand en fait on écoute le management, notamment le CEO. Alors moi j'aime beaucoup justement le CEO, l'ancien CEO de Qualys. C'est en gros une boîte, donc Qualys, Tenable, pour situer un peu, pour contextualiser, Qualys et Rapid7. Ils ont Qualys, Rapid7 et Tenable, ils ont été à peu près créés en même temps. Qualys c'était en 1999, Tenable je crois que c'était en 2002, et pareil Rapid7 je crois que c'était aux alentours des années 2000. Et donc en fait quand on regarde aujourd'hui, quand on écoute le CEO, l'ancien CEO, parce que c'était un CEO français, franco-américain, qui s'appelle Philippe Courteau, qui a investi en fait très tôt dans le projet. Donc il a investi en 1999, qui était en fait cofondateur, parce qu'il avait investi très tôt. Et ensuite il est devenu CEO en 2001, et il explique lui justement en 2019, parce qu'il est décédé en fait en 2021, et depuis c'est quelqu'un d'autre qui a récupéré la boîte. Donc c'est l'ancien CPO qui a récupéré le rôle de CEO. Et en fait quand on écoute Philippe Courteau, il dit que globalement lui
il s'en fout de délivrer une croissance qui est juste phénoménale. Lui, ce qu'il veut, c'est vraiment maîtriser sa croissance et que globalement avoir des niveaux de rentabilité, de profitabilité qui soient suffisants. Et il compare ça justement aux concurrents. Et il dit qu'en fait, les concurrents, eux, ils s'en foutent. Sans citer les noms, hein, bien sûr, il citait pas Tenable et Rapid7, mais il disait que la plupart des concurrents avaient une croissance certes qui était beaucoup plus élevée, mais derrière il y avait des niveaux de profitabilité qui étaient pas du tout bons, ce qui fait que voilà, eux ils préfèrent justement, et ça me faisait penser d'ailleurs à Bernard Arnault. Alors ça n'a rien à voir, encore une fois, c'est pas du tout le même secteur avec LVMH, mais au début de l'année, il y avait l'assemblée générale de LVMH, pardon, où Bernard Arnault disait que lui, il préférait une croissance lente en escalier plutôt qu'une croissance trop rapide, parce que certes les croissances rapides ça raffole les analystes ils raffolent de ça, les analystes à Wall Street ils raffolent de ça, mais lui Bernard Arnault il disait que justement il préférait une croissance lente en escalier parce que ça permettait, on va dire, de contrôler sa croissance, et alors que c'est beaucoup plus difficile de contrôler une croissance qui est beaucoup plus rapide, où on progresse notre chiffre d'affaires de 50% par an, c'est extrêmement difficile, parce qu'après, derrière, il y a la rétention, surtout que c'est des modèles qui sont en SaaS, donc ça veut dire que c'est de l'abonnement, etc. Donc il y a d'un côté acquisition client, et ensuite, il faut savoir faire en sorte que les clients y restent. Et ça, justement, Philippe Courtot, il disait la même chose. Il disait que eux, ils préfèrent avoir une croissance lente, mais être certain que les clients vont rester. Et c'est pour ça qu'on a un taux de rétention, parce qu'on va voir que c'est un format justement de SaaS par abonnement, etc. Les clients, en moyenne, un client chez Qualys va rester 10 ans, ce qui fait que c'est très intéressant, un taux de rétention d'à peu près 90%, ce qui est très bon, et ce qui explique aussi le fait que on a certes une croissance qui est un peu moins lente, un peu moins rapide, beaucoup plus lente du coup, parce que l'entreprise se concentre sur la fidélisation des clients qui sont déjà dans l'entreprise et qui profitent déjà des services de l'entreprise, plutôt qu'aller chercher à chaque fois des nouveaux clients et des nouvelles ventes. Donc voilà, donc c'est un peu personnellement, je trouve ça très intéressant d'un point de vue en tout cas de l'actionnaire, et je trouve cette vision qui est beaucoup plus intéressante que celle qu'ont les deux autres concurrents. Donc là, on a justement le passage où il y a Philippe Courtot, l'ancien CEO, qui vient de dire ce que je vous ai justement énoncé. On va écouter le passage ensemble. Dernière question, comment se porte Qualys aujourd'hui ? Nous, on est bien, si vous voulez, parce qu'on a une très forte base installée, on a des clients depuis très très longtemps, on a le bon modèle, et nous sommes une société qui est profitable. Pourquoi nous sommes profitables ? Parce qu'on a été prudents. On n'a pas fait comme beaucoup de sociétés aux États-Unis qui ont fait de la croissance pour la croissance, parce que Wall Street, leur donnait en fait toutes les excuses pour le faire. Nous, on a été quand même prudents. On a toujours voulu rester des investissements considérables dans l'engineering, plutôt que d'essayer d'accélérer la croissance de Qualys, donc faire une croissance plus naturelle, qui de toute manière pour nos clients est meilleure, parce qu'on n'a jamais voulu essayer de vendre à nos clients plus que ce qu'ils avaient besoin. Pourquoi ? Parce qu'on a un service. C'est la différence entre acheter une voiture ou l'avoir en location. Donc nous, c'est du service 100%, donc de la subscription. Donc on n'a aucun intérêt à ce que les clients qu'on leur vende plus, parce que si on leur vend plus que ce dont ils ont besoin ou ne peuvent même gérer, du coup ils renouvellent moins. Donc on se retrouve dans une dynamique qui n'est pas très saine. Donc on a un business model qui est extrêmement sain, et donc on se porte bien. C'est le modèle. Voilà, donc c'est justement ce que je disais par rapport à ça, c'est que la plupart des entreprises qui sont des concurrents, donc Tenable et les concurrents de Qualys, en fait, vont être récompensés par la croissance. Mais derrière, ce qui est important, c'est la rétention, étant donné que c'est un business model où la rétention est importante, c'est de la subscription, comme il a dit, donc des abonnements tout bêtement. Et donc ce qui va être très important, ça va être de faire en sorte que le client reste, et en moyenne on a un taux de rétention de 90% pour Qualys, donc c'est très bon par rapport justement aux autres concurrents qui vont aller sans cesse chercher de la croissance mais qui vont pas être profitables, et donc ça va être beaucoup plus difficile pour eux d'ensuite maintenir justement cette croissance et d'aller chercher la profitabilité. Donc c'est beaucoup plus sain, comme il le dit quelque part, parce que voilà, c'est un modèle qui est beaucoup plus simple, parce qu'on a des clients qui restent directement, alors que eux, les concurrents, certes, ils vont avoir une croissance qui est énorme, mais derrière, ils vont avoir une énorme, ils vont devoir s'occuper de faire en sorte que les clients restent, et ça va être beaucoup plus difficile, parce qu'une fois qu'on a acquis une grosse masse de clients, faut s'occuper après faut faire en sorte qu'ils restent, et ça c'est une autre paire de manches, comme on dit, alors que eux, ils font les deux en même temps, c'est-à-dire que ils acquièrent de la croissance un peu moins rapide peut-être, mais d'un autre côté, ils font en sorte que le client reste. Donc ça, c'est vraiment, je trouve, le point qui est important pour ce genre d'entreprise.
Donc maintenant, qu'est-ce que fait concrètement Qualys? Ils vont avoir en fait une seule plateforme et c'est un peu, on va dire, le risque entre guillemets de Qualys. Déjà que le marché il est assez petit, c'est-à-dire que voilà, le marché, comme on l'a vu, la cybersécurité c'est plus de 200 milliards, alors que le marché de la gestion des vulnérabilités on est à peu près à 2 milliards, ce qui est beaucoup plus faible, enfin, c'est 100 fois moins. Ce qui fait que c'est un marché beaucoup plus petit et que globalement les gros concurrents qui exercent dans les secteurs notamment comme Fortinet, Palo Alto, etc., peuvent venir sur le marché de la gestion des vulnérabilités, ce qui fait qu'ils peuvent développer leurs propres solutions. Et étant donné qu'ils ont plus de moyens, peut-être qu'ils pourront, ils ont un meilleur capital financier, ce qui fait qu'ils peuvent investir directement dans ce marché-là sans pour autant que ça les impacte. Et donc c'est un peu, on va dire, le risque. Et notamment, il y a aussi le fait que ils ont une seule plateforme et donc ils sont monoproduits. Certes, ils vont avoir plusieurs solutions à l'intérieur de ce produit. Donc il y a différents upsells en fait. Et donc en fait, ils sont commencés en 2000 avec une première solution qui est de gestion qui s'appelait Vulnerability Management et ensuite ils ont développé via des acquisitions et aussi de la croissance organique, ils ont développé de nouvelles solutions et aujourd'hui il y a plus de 20 solutions différentes centralisées sur la plateforme afin de combler, on va dire, les différents besoins complémentaires des clients. Donc c'est de l'upsell tout simplement et c'est pour ça qu'on va avoir que l'objectif de Qualys ça va être de combler tous les besoins des clients. Ça veut dire que ils vont avoir, ils vont avoir des clients qui vont prendre un type de produit et ensuite, en fonction de leurs besoins, ils vont développer d'autres solutions pour combler les besoins des clients. Donc, ils vont pas être à la recherche, comme on l'a vu, sans cesse de clients, de leur proposer leurs produits, etc. Non, ils vont plus se consacrer à, ils vont faire vraiment de la personnalisation en fait. C'est-à-dire qu'ils vont personnaliser à fond, ils vont aller chercher un client, essayer de combler tout son besoin avec potentiellement en créant d'autres solutions qui sont liées à ce qu'ils proposent. Et donc aujourd'hui, en gros, qu'est-ce qu'ils font? Ils identifient et gèrent les actifs technologiques. Ils collectent, donc ça c'est via ce qu'on appelle des agents, donc c'est des mini logiciels qui sont directement intégrés dans les systèmes d'informatique. Dans les systèmes IT en fait. Donc on va identifier et gérer les actifs technologiques, collecter et analyser les données de sécurité informatique, détecter et prioriser les vulnérabilités. Donc ça c'est vraiment le cœur du métier de Qualys, c'est la détection des menaces, la détection plutôt des vulnérabilités pour ensuite les corriger. Donc c'est un scan qui est fait 24 heures sur 24, il n'y a pas de pause. Et ensuite, on va maîtriser donc l'exposition aux risques cybernétiques. Et récemment, ils ont ouvert un nouveau segment, c'était durant le dernier quarter, qui s'appelle True Risk Eliminate. C'est une nouvelle solution qui va permettre d'éliminer, de corriger les risques parce qu'ils étaient plus présents dans justement ce sous-segment-là qui était leur solution de base, c'est vraiment détecter les vulnérabilités. Là, en gros, ce qu'ils vont développer depuis septembre, ils ont mis en place cette solution depuis septembre. Ils vont éliminer les menaces qui sont détectées. Donc ça, c'est pour l'instant, c'est accessible que pour certains clients, pas pour tous les clients. Donc, on peut imaginer que pour y avoir de la croissance sur ce niveau-là. Au niveau des clients, ils ont une base client qui est vraiment très grande. On a plus de 10 000 clients, dont 70%, alors ça c'est intéressant, c'est 70% du Forbes Global 50, donc les plus grandes entreprises, les 50 plus grandes entreprises sont clientes de chez Qualys. On a également 54% des Forbes Global 500 sont clientes de chez Qualys. Et ensuite, on a aussi, pareil, 32% pour le Forbes Global 2000. Donc, on voit qu'ils ont une diversité des clients qui est juste énorme. Par exemple, le top 8 des entreprises technologiques aux US, principalement parce que c'est aux US, on a 8 parmi les 10 qui sont clientes de chez Qualys. Donc, on a quand même des gros poissons. D'un autre côté, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on n'a aucun client qui dépasse 10% des revenus. Donc ça, c'est au niveau concentration client, etc., dépendance client, il n'y a pas de lourde dépendance, même s'il y a des clients qui pèsent plus que d'autres, c'est normal. Et on va voir que notamment, on a eu en début d'année le Microsoft, je crois que c'était Windows Defender qui a arrêté son partenariat avec qui a, on va dire, modifié son partenariat avec Qualys, ce qui a contribué à une baisse du cours, et ça, on verra ça de toute façon tout à l'heure. Pour ce qui est de la provenance des revenus, on est à 57% sur un marché qui va être direct, donc le DTC, direct to consumer, et à côté, on va être à 43% sur des revenus qui vont être indirects au travers de partenaires. Donc là, en gros, ça va être les partenaires comme on a vu Deloitte, Accenture, Orange, etc., qui vont proposer les services de Qualys au travers de leur plateforme, ce qui va faire que globalement les partenaires vont payer Qualys pour offrir leurs services. Donc ça c'est intéressant, c'est un peu comme si vous voulez une comparaison assez simple, typiquement avec le site par exemple FinChat.
Si je prends l'outil FinChat, alors ça n'a rien à voir, hein, bien sûr, mais FinChat, eux, ils sont backés par S&P Global, donc c'est-à-dire qu'ils prennent leurs data financières sur S&P Global, donc ils sont en quelque sorte partenariat, ils sont clients de S&P Global, et en fait, typiquement, S&P Global, c'est un peu comme le Qualys de FinChat, c'est-à-dire qu'ils vont proposer des data, des API à d'autres, on va dire, entreprises, donc comme on l'a vu, Accenture, Deloitte, etc. Et ces mêmes entreprises, donc Accenture, Deloitte, vont avoir des clients qui vont utiliser ces data. Donc en gros, par exemple, personnellement, je suis client de chez FinChat, qui va et FinChat va avoir ces data sur S&P Global. Donc c'est un peu voilà, c'est un peu comment ça se passe. Donc c'est pour faire la comparaison, même si c'est pas du tout le même secteur, c'est pas grave, mais en gros c'est à peu près la même chose. C'est un peu un pont qu'il y a entre en fait le client et directement le fournisseur de données. Et donc on va avoir, quand on regarde le détail, on a 57%. Donc voilà, Qualys facture 57% de ses clients directement. Et ensuite, 43%, c'est Qualys qui propose des solutions à d'autres clients au travers de partenaires. Et donc là, en fait, on voit l'évolution de ce pourcentage au travers du temps. Donc on voit on reste à peu près sur 40%, entre 40 et 50% pour ce qui est des partenaires, et pour ce qui est des clients directs, c'est entre 50 et 60%, sachant que la vente via les partenaires a tendance à beaucoup plus augmenter ces dernières années, comme on le voit, et ça participe au fait que il y a le pourcentage qui augmente. Donc voilà, aussi au niveau des revenus par géographie, on est pareil aux alentours de 60% pour ce qui est des US et 40% pour ce qui est de l'international. Donc voilà. On a aussi quelque chose qui est intéressant, c'est que les plus gros clients sont responsables de 42,5% des revenus. Donc qu'est-ce que c'est que les plus gros clients? Ça va être les clients qui vont dépenser plus de 500 000 dollars dans les solutions de Qualys tous les ans. Donc c'est par abonnement, encore une fois. Et ce segment-là, entre guillemets, cette part de clients augmente de 16% par an en moyenne depuis 2021. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire, alors c'est pas l'augmentation du chiffre d'affaires directement, mais ça veut dire que on a des clients qui vont, parfois ne pas être dans ces gros clients-là parce qu'ils vont pas dépenser 500 000 dollars, mais qui vont par exemple être à 400 000 dollars. Mais étant donné qu'ils sont clients de chez Qualys depuis longtemps, ils vont augmenter leurs dépenses, à adhérer à de nouveaux produits, à de nouvelles solutions qu'offre Qualys, et donc ça participe au fait qu'il y ait de la rétention et qu'ils augmentent leur bag moyen, c'est-à-dire que le client qui est déjà là depuis très longtemps va augmenter son panier moyen, entre guillemets, il va dépenser de plus en plus chez Qualys au travers des années. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Et là, on a juste à côté le nombre de clients qui dépensent plus de 500 000 dollars et leurs revenus. En fait, donc là, en gros, on a alors les revenus c'est en millions, et là on a les clients depuis 2023, donc là c'est quarter par quarter, donc là c'est en gros donc là c'est le Q2 2021, Q2 2022, etc. Là on a chaque quarter depuis 2023 jusque le dernier quarter, le deuxième trimestre 2024, et donc on voit qu'aussi là on a une augmentation qui est assez saine et qui est franchement assez forte, pour une croissance par trimestre, c'est assez fort. Et on a le nombre de clients, les revenus associés qui augmentent aussi logiquement, et donc on a 199 millions en 2023, et aujourd'hui on a 247 millions de dollars dépensés pour les plus gros clients, donc ceux qui dépensent plus de 500 000 dollars par an. Pour ce qui est du management, on a donc Philippe Courteau qui était un peu le serial entrepreneur de franco-américain, que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs, qui me fait penser un peu qui a un peu les caractéristiques, de la manière dont il a géré la boîte. Je trouve que c'est un peu les caractéristiques qu'on donnait dans le livre Les Outsiders. Alors si vous l'avez pas lu, je vous conseille vraiment, pour les plus expérimentés, ceux qui veulent vraiment en apprendre plus, à lire ce livre Les Outsiders, qui est un livre vraiment très très intéressant. Et je trouve qu'il a un peu les caractéristiques du CEO, entre guillemets du parfait CEO dans les Outsiders, où il va vraiment favoriser le rendement pour l'actionnaire, la profitabilité, la rentabilité, etc., etc. Et ensuite on a donc il est malheureusement décédé à cause du Covid en 2021, et on a Sumedh Thakar qui a pris la relève donc en 2019 en tant que président du conseil d'administration, et en tant que CEO en 2021. Il faut savoir qu'il était dans la boîte depuis plus de 20 ans, depuis 2003. Il a gravi les échelons, il est arrivé en tant que, je crois, ingénieur, et ensuite il est devenu Chief Product Officer, et ensuite il est devenu président. Donc voilà, donc c'est celui qui a été choisi. On va voir, de toute façon, le track record est là depuis quand même qu'il est arrivé, malgré le fait que c'est depuis justement ces derniers mois, on a entre guillemets quelques problèmes à court terme. En tout cas, selon moi, j'estime que c'est des problèmes à court terme qui font que justement Qualys est à une valorisation extrêmement intéressante
par rapport à ses concurrents. Après, encore une fois, faut voir si c'est quand même une entreprise qui a de l'avenir ou pas. Mais en tout cas, pour ce qui est du management, pour moi, c'est validé. Un management assez, en tout cas, l'ancien management était assez skin in the game. Là, ce qui est dommage, c'est que on a un peu moins de skin in the game. C'est-à-dire que Philippe Courtot avait quand même plusieurs dizaines de millions de dollars dans Qualys. Aujourd'hui, la nouvelle direction est un peu moins skin in the game, ce qui fait que personnellement, ça me donne pas vraiment, ça me donne moins envie, on va dire, que si c'était un management qui était, comme Philippe Courtot, qui était un peu plus skin in the game, donc qui possédait des actions de sa boîte. Là, on voit que Sumedh Thakar, il possède, on le verra juste après, mais qui possède beaucoup moins d'actions, et même la direction de manière générale, on voit qu'elle vend beaucoup d'actions au contraire, donc c'est un peu, selon moi, un point négatif pour ça. Quand on regarde directement sur FinChat les différents trades qu'il y a eu, donc les transactions qu'il y a eu des initiés, de la direction, on peut voir qu'il y a beaucoup de sell ici, donc ça veut dire des ventes, beaucoup de ventes, alors quelques buys, donc quelques achats, mais la majorité sont des ventes, donc ce qui me réconforte moins concernant le skin in the game. Après, c'est, étant donné qu'il y a beaucoup de stock options, on va les voir juste après, donc les stock-based compensation, donc en gros la rémunération en actions, ce qui fait que ils peuvent directement vendre leurs actions, donc c'est ce qui pourrait expliquer derrière, mais d'un autre côté, on a quand même un skin in the game moins important sur ce genre de boîte, sur la direction par rapport à la direction d'avant. Donc par direction, j'entends le CEO, notamment Sumedh Thakar, qui possède que 0,26% de la boîte, alors que je crois qu'il a des stock-based compensation qui sont un peu moins élevés que la partie qui possède, mais qui est beaucoup moins élevé que je crois que Philippe Courtot possédait plus de 2% de la boîte. Donc certes, ça reste quand même faible, mais de toute façon, on est sur des techs américaines, et les techs américaines, c'est principalement des institutionnels qui vont posséder l'entreprise. Là, on voit un classique, BlackRock, et Vanguard, donc les plus gros gestionnaires de fonds. Donc voilà. Donc juste avant qu'on passe directement aux chiffres, là aussi on a un graphique qui nous montre les différents points rouges qui signifient les ventes de Qualys, les ventes d'initiés, donc toutes les ventes des initiés de la direction de Qualys. Donc encore ici, je peux comprendre parce qu'on était largement surévalué. Ici, je comprends un peu moins parce qu'on est quand même sur des ratios de valorisation qui sont extrêmement faibles par rapport à la médiane et à la moyenne de Qualys ces 5 voire 10 dernières années. Et on a aussi même par rapport à la moyenne du secteur. Donc voilà. Donc maintenant, on va passer directement aux chiffres. Donc comme d'habitude, on va séparer ça en 5 points: croissance, rentabilité, profitabilité, endettement et liquidité. Et on ira voir juste après avec FinChat le positionnement des concurrents par rapport les chiffres par rapport aux concurrents. Alors on en a vu une partie juste avant, mais on ira voir un peu plus en détail tout ça. Donc pour ce qui est de la croissance, d'ailleurs ceux qui veulent utiliser FinChat, il y a un lien en description comme d'habitude, vous avez moins 15% et vous pouvez utiliser le site pendant plusieurs semaines gratuitement. Donc c'est parti. Alors pour ce qui est du niveau de la croissance, on est vraiment sur une croissance même très bonne, extrêmement bonne ces dernières années, avec des marges qui ont triplé, quadruplé pour ce qui est des marges du free cash flow depuis 2009, ce qui est extrêmement intéressant. Et donc voilà, donc on voit vraiment une croissance saine qui est certes pas forcément une bonne croissance par rapport à la moyenne du secteur, mais par rapport aux autres entreprises, comme on l'a vu, Tenable et Rapid7, mais maintenant vous avez compris pourquoi. Donc voilà. Ensuite, pour ce qui est des stock-based compensation, là aussi c'est quand même très important. On est sur des stock-based compensation qui représentent à peu près 30% du free cash flow, ce qui est quand même pas négligeable. On est à peu près à ce que je crois que c'est ce que représentait à peu près Salesforce. Donc voilà, donc c'est quand même des niveaux assez élevés, mais par rapport aux concurrents, c'est ça qui est important, c'est que par rapport aux concurrents, alors que les concurrents, on va voir que c'est des niveaux de valorisation, enfin moi je comprends pas, peut-être qu'il y a un truc que je vois pas, et à ce moment-là, c'est ok, mais en tout cas, la valorisation des concurrents, pour moi, il y a que la croissance qui explique ça, mais il y a aucune, pour moi, ça justifie absolument pas, parce qu'en fait, quand on regarde par exemple Tenable ou Rapid7, on est sur des stock-based compensation qui sont égales au free cash flow, voire même supérieur au free cash flow, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune création de richesse, aucune création de valeur pour l'actionnaire, parce que je le rappelle, et ça je le rappellerai, je pense à chaque fois que je ferai une analyse, le free cash flow ne déduit pas les stock-based compensation dans les normes comptables, donc ça veut dire que c'est à nous de les déduire, donc là ça veut dire que pour avoir le vrai, entre guillemets, free cash flow, on doit avoir 34, donc là on est 235 moins donc 0,8, moins les 69.1, donc là c'est pour 2023, le vrai free cash flow, quelque part, la vraie création de richesse pour l'actionnaire, elle est de 166
millions et pas 235 millions. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit déduire. Donc forcément, quand on a des stock-based compensation qui sont égales, voire supérieures au free cash flow, ça nous refait un vrai free cash flow, entre guillemets, négatif. Donc ça, c'est encore une fois quelque chose d'extrêmement important à regarder. Et c'est le cas justement pour Tenable et Rapid7. Donc là, voilà, je suis directement sur FinChat et là, on peut voir que, donc là, on est sur Qualys finalement avec le graphique que je vous ai montré. Sur Tenable, on est à, donc les stock-based compensation, on est en bleu et on peut voir que c'est égal au free cash flow, ça veut dire qu'il n'y a aucune création de richesse derrière et finalement ça explique le fait qu'on est sur un cours qui stagne en fait, qui est pas vraiment depuis 2018, qui crée pas de valeur parce qu'on a des stock-based compensation qui sont juste hallucinantes et donc voilà, donc tout simplement, et on voit que même là il y a des stock-based compensation alors qu'on créait pas, on avait un free cash flow négatif quoi, donc ça va pas du tout. Et pareil pour Rapid7, on est sur des niveaux de stock-based compensation qui sont beaucoup plus élevés que le free cash flow. On voit que la seule année où on a eu un free cash flow supérieur au stock-based compensation, c'était aujourd'hui, c'était durant 2024, sur toutes les années, on était vraiment sur des niveaux qui étaient extrêmement élevés de SBC. Et même pour les années à venir, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'imagine pas que Tenable ou Rapid7 vont réduire fortement les stock-based compensation, étant donné que ça va à la hausse. Donc pour le coup, moi c'est clairement éliminatoire pour ce qui est de ces deux sociétés. Donc voilà, donc ça c'est pour ce qui est de la croissance. Maintenant, si on regarde la profitabilité, là aussi on est largement supérieur aux concurrents. Alors là c'est la marge opérationnelle et la marge nette et la marge du free cash flow de Qualys, on est sur donc 43% de marge du free cash flow, ce qui est énorme et en augmentation. Pareil pour la marge opérationnelle et pareil pour la marge nette. Donc c'est encore une fois quelque chose de très bon. Ensuite on a des ratios de rentabilité. Étant donné que les marges augmentent, forcément on va avoir des ratios de rentabilité qui vont augmenter. On est à 40%, c'est juste énorme. Et encore là, c'est mesuré à partir du revenu. Pour le return on equity, c'est mesuré à partir du revenu net, donc plutôt du profit net, donc du net income en fait, du bénéfice net, pardon, je vais y arriver. Le ROIC, c'est mesuré à partir du revenu d'exploitation, si je dis pas de bêtises, net d'impôt, ou c'est le ROCE, je sais plus. Mais étant donné qu'on voit qu'on a des marges opérationnelles et nettes qui sont inférieures aux marges du free cash flow, c'est-à-dire que si on mesure les ratios de rentabilité avec le free cash flow au lieu du revenu opérationnel, du bénéfice d'exploitation ou du bénéfice net, on a des ratios de rentabilité qui vont être beaucoup plus élevés. On est aux alentours de 70% ces dernières années, ce qui est juste phénoménal en fait, c'est juste énorme. Donc là, j'en profite pour vous dire à quel point c'est vraiment très important de regarder ces ratios de rentabilité. Ce sont même les plus importants parce que si vous achetez une entreprise, ça c'est Charlie Munger qui l'a dit, c'est vous dire à quel point c'est important. Si vous achetez une entreprise qui a une rentabilité du capital de 18% par an, même si vous la payez surévaluée, votre rentabilité à long terme en tant qu'investisseur, elle ne sera pas loin de 18% par an. Et à contrario, si vous payez une entreprise avec une rentabilité du capital de 6% par an, donc par rentabilité du capital, il veut dire les ratios comme le ROE, ROIC, ROCE, etc. Même si vous la payez sous-évaluée, votre rentabilité à long terme ne sera pas loin de 6% par an. Donc c'est vous dire à quel point c'est important et c'est normal parce que ces ratios-là mesurent la capacité de l'entreprise à faire du cash avec ses propres actifs en interne, avec les propres actifs de l'entreprise. Donc c'est vous dire à quel point c'est vraiment important. Et en fait, quand vous mesurez, quand vous mesurez la croissance de votre patrimoine, c'est avec ce genre de ratio que vous allez le mesurer parce que quand vous possédez par exemple une partie de l'entreprise, vous allez mesurer la rentabilité que vous avez par rapport aux actifs que vous avez, par rapport aux actifs, pas par rapport à combien est-ce qu'elle est valorisée sur le marché, mais par rapport aux actifs qui sont valorisés dans la boîte. Donc c'est vraiment très important et c'est pour ça qu'il faut vraiment regarder ce genre de ratio. C'est selon moi le plus important. Bien sûr, après faut trouver un compromis avec la valorisation parce que le but en tant qu'investisseur, c'est quand même payer de la qualité à un prix qui est pas cher. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui doit vraiment faire partie de votre processus de sélection parce que sinon, vous aurez des performances qui ne sont pas très bonnes. Maintenant, pour ce qui est de la dette totale plus les liquidités, on est à des niveaux qui sont extrêmement faibles. On n'a pas de dette en fait. Donc là, en bleu, c'est la dette. Donc on n'a vraiment aucune dette. Des liquidités qui sont extrêmement fortes. Beaucoup de liquidités. Et c'est vous dire, là on est vraiment, la capitalisation de la boîte elle est à peu près à 5 milliards, ce qui fait qu'on a vraiment 0,01%, non 1% de la capitalisation qui est en dette. C'est vraiment ridicule. Et d'un autre côté, on a 10% de la capi qui est en cash. Donc c'est vraiment très bon. Pas de problème de dette et de liquidité. Ensuite, on a les ratios de liquidité.
Donc là, ça va être tout ce qui va être current ratio, quick ratio, etc. Donc là, on est aussi très très bon. Donc aucun problème à ce niveau-là. Et d'ailleurs, si je reviens très rapidement sur le free cash flow, on peut voir que un peu comme Salesforce, on a une cyclicité au niveau des free cash flow, et ça c'est notamment dû au fait que il y a les encaissements, donc comment dire, les créances clients qui sont pas encaissées en fonction des quarters qui sont pas encaissés au même moment, ce qui fait qu'on a aussi une cyclicité au niveau des encaissements, mais ça pose aucun problème quand je mets par exemple, là je vais enlever les margins, enfin non, les stock-based compensation, je vais mettre le free cash flow, et donc là on est en annuel, donc là on peut voir une belle croissance. Si je me mets en quarter, on peut voir que là il y a un peu plus de cyclicité parce que ça varie en fonction des encaissements, des créances clients qui sont encaissées, qui sont comptabilisées comme revenus. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on a une cyclicité au niveau des quarters, mais en tout cas sur base annuelle, ça donne une belle croissance comme on a pu le voir. Si je me mets en base annuelle, voilà, donc il n'y a aucun souci là-dessus. C'est un peu comme Salesforce en fait, étant donné que c'est un modèle par abonnement, il y a des créances clients qui sont comptabilisées, des revenus différés, etc. Donc voilà. Maintenant pour ce qui est des résultats, alors pour ce qui est des résultats, on va voir ça ensemble. Pour ce qui est des revenus, alors là on est vraiment sur des revenus GAAP, donc les normes GAAP. On n'est pas sur les normes non GAAP. Donc pour ce qui est des revenus, on est une augmentation de 8% sur le quarter, donc c'est très bon. Donc là c'est le deuxième quarter, donc le deuxième trimestre en fait, de 8%, un operating income, donc en gros un revenu opérationnel qui augmente de 12%, donc ça c'est très bon, un net income qui augmente de 24%, donc là encore une fois c'est très bon. Et ensuite on a donc là c'est un exemple avec le cash flow, donc ça c'est important, je vais mettre en grand. On a un cash flow qui a été, donc là c'est pour les 6 premiers mois, donc le premier semestre 2024 par rapport au premier semestre 2023, on voit qu'on a une augmentation aussi, et on voit qu'on a finalement l'impact des créances clients et des revenus différés qui impactent en fait tout simplement le cash flow. Et on voit que bon, à peu près ça compense. Quand on regarde l'augmentation du revenu net, elle est à peu près de 24%, le cash flow il est à peu près en augmentation à vue d'œil, on est aux alentours de 12-13%. Donc, et ça, c'est dû notamment aux impacts qu'il y a, donc variation de BFR, etc. Et notamment des créances clients qui sont fortes, et même les revenus différés, etc. Donc, et on a aussi les stock-based compensation qui sont juste ici, qu'on doit enlever, qui sont comptés en fait, parce que étant donné que c'est pas une sortie de trésorerie, encore une fois, il le compte. Donc là, il l'ajoute au net income, ce qui est pas bon. On doit les enlever nous parce que c'est un rendement qui va pas directement dans la poche, enfin c'est du cash qui va pas dans la poche de l'actionnaire. Donc voilà. Ensuite, on a donc là c'est pour les résultats et le cash flow, on a aussi Qualys qui cherche à faire des acquisitions. Ça c'est une news que j'avais vu passer sur Zone Bourse, où on a en fait le CFO qui dit nous anticipons de plus en plus d'opportunités de fusion et d'acquisition. Et ça c'est quelque chose que j'ai remarqué aussi, c'est qu'ils sont beaucoup moins agressifs, notamment pour les raisons qu'on a évoquées au début de la vidéo, avec notamment le CEO, l'ancien CEO, etc. Ils sont beaucoup moins agressifs que leurs concurrents Tenable et aussi Rapid7, surtout Tenable, qui sont beaucoup plus agressifs en termes d'acquisition. Qualys, je dirais qu'ils ont une peut-être pas une moins bonne allocation de capital, mais en tout cas ils sont beaucoup moins agressifs, et donc ils rachètent massivement leurs actions. Donc j'espère que s'ils font des acquisitions, ils émettront pas des actions. Ça c'est la seule chose que j'espère, parce que c'est quelque chose qui est très important. Si vous émettez des actions, surtout quand vous êtes sur des niveaux de valorisation qui sont faibles, vous faites une mauvaise affaire, alors que plus votre action, entre guillemets, plus vous trouvez votre action surévaluée, plus c'est le moment de l'utiliser comme monnaie d'échange contre des autres actions que vous pouvez obtenir. Donc ça c'est très important, et étant donné que Qualys s'échange sur une moyenne basse, au niveau de ses ressources de valorisation sur une moyenne basse par rapport à sa valorisation historique, évidemment que s'il commence à émettre des actions pour faire des acquisitions, ça va pas du tout être bon. Donc ça c'est la seule chose que j'espère, parce que ça serait vraiment une mauvaise allocation de capital, et c'est ce que faisait alors je sais plus comment il s'appelle, c'est ce que faisait Henry Singleton justement avec Teledyne quand il dirigeait Teledyne dans les années 80. Il échangeait ses actions quand elles étaient, alors je crois qu'il disait quand elles étaient un PER de au-dessus de 25, pour faire des acquisitions, et au contraire il rachetait massivement des actions quand les actions étaient un PER de 8, et comme ça en fait il utilisait comme monnaie d'échange ces actions quand elles étaient surévaluées pour faire d'autres acquisitions, et donc avoir une rentabilité, prendre le spread, la différence de rentabilité entre les deux, entre l'acquisition et le prix d'échange de sa boîte. Et ensuite quand lui sa boîte était sous-évaluée, et des PER qui étaient extrêmement faibles, ils rachetaient massivement des actions. Et donc s'ils commencent eux à faire le contraire, donc à émettre des actions pour faire des acquisitions, surtout à des ratios de valorisation actuels, c'est pas du tout bon. Donc ça sera un point qu'il faudra surveiller, et de voir justement comment est-ce qu'ils comptent faire ces acquisitions. Donc voilà. Ensuite, pour ce qui est du conference call, alors là il y a pas mal de choses. Déjà il y a l'IDC qui a mené une étude sur la valeur commerciale apportée aux clients
et qui met en avant un retour sur investissement moyen de 403% en 3 ans, étant donné que le point fort de Qualys, c'est la centralisation de toutes les solutions au sein de la plateforme TruRisk. En gros, comment ils ont calculé le rendement, ce rendement-là, parce qu'avant, les clients, ils utilisaient différentes petites solutions de divers intermédiaires, ce qui fait que ça, on va dire ça faisait exploser les coûts, alors que là, étant donné qu'il y a tout qui est centralisé au sein d'une même plateforme, ils peuvent profiter d'économies d'échelle. Donc ça, c'est intéressant. Et donc l'impact de ce ROI provient de la centralisation de plusieurs solutions directement sur TruRisk, donc leur plateforme. Et ensuite, on a l'annonce de TruRisk Eliminate. Donc ça, je l'ai dit juste avant. Le VM, donc le VM, c'est Vulnerability Management, donc en gros le secteur de la gestion des vulnérabilités évolue et les clients cherchent vraiment à se concentrer sur la remédiation également, donc le fait de corriger les vulnérabilités, même lorsqu'ils envisagent des solutions de scan uniquement qui leur donnent plus d'éléments à corriger, ils cherchent à équilibrer le scan avec la gestion des correctifs. C'est pourquoi notre capacité TruRisk Eliminate que nous avons lancé de nos clients, plus de solutions qui peuvent acheter chez nous pour atténuer les risques, ce qui est essentiel. Donc ça, c'est encore une fois la personnalisation client, le fait qu'ils aient des besoins qui soient, on va dire, supplémentaires, qui arrivent, qui soient supplémentaires à ce qu'ils utilisent déjà au sein de Qualys. Ça permet à Qualys de développer ces solutions-là et donc d'avoir une meilleure personnalisation client, ce qui fait que c'est intéressant. Néanmoins, le problème qu'il y a principalement avec Qualys ces derniers trimestres, c'est le fait qu'on ait une réduction du net, ce qu'on appelle le net dollar expansion rate, donc en gros le taux de renouvellement de la base client de Qualys. Donc en gros, comment on mesure ce taux ? C'est l'ARR des clients en fin de période divisé par l'ARR des clients en début de période. Donc en gros, l'ARR, c'est l'annual rate of return. Donc en gros, tous les paiements, tous les souscriptions, tous les abonnements annuels qui sont encaissés. Et donc en gros, pour une base de clients équivalente, si le taux est supérieur à 100%, ça veut dire que l'entreprise arrive à générer des revenus supplémentaires sans avoir de nouveaux clients. Donc ça veut dire qu'on va avoir des upsells, en fait, des upsells. Donc il va y avoir une partie des clients qui va acheter de nouveaux produits, de nouveaux services dans la plateforme, de nouveaux services du coup, de nouvelles solutions dans la plateforme TruRisk de Qualys. Si le taux il est égal à 100%, ça veut dire que l'entreprise renouvelle parfaitement ses ventes avec sa base client existante. Et si le taux il est inférieur à 100%, ça veut dire que l'entreprise ne parvient pas à renouveler ses ventes avec sa base client. Donc les upsells ne compensent pas les départs des clients. Donc ça veut dire que les départs des clients, c'est-à-dire qu'en gros, on a des clients qui achètent moins de services de Qualys. Donc voilà, donc c'est très important et nous, on veut absolument que ce soit supérieur à 100%, enfin absolument, en tout cas c'est mieux si c'est supérieur à 100%. Et on voit que depuis quelques quarters, on a une diminution de ces revenus, de ce taux en fait. On passe de 109% au Q1 2023 à 102% aujourd'hui. Donc voilà, donc à voir ce que ça va donner dans le prochain quarter. En tout cas, ça c'est très très important. Alors ça signifie pas que le chiffre d'affaires va forcément baisser parce que derrière ça mesure en fait pour une base client et c'est ce taux il est mesuré à partir d'une base de clients équivalente. Donc l'entreprise peut avoir de nouveaux clients, mais ça mesure quand même la rétention quelque part, la rétention des clients, la capacité de l'entreprise à faire rester ses clients. Et donc, en gros, ce qu'il faut faire comme conclusion, c'est que Qualys parvient de moins en moins à retenir ses clients depuis quelques trimestres. Donc, les upsells commencent de moins en moins à compenser. J'ai pas noté. Enfin non, si, j'ai mal lu la phrase. Les upsells compensent de moins en moins les départs clients. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut noter. Et il n'y a pas eu vraiment de réponse qui a été donnée durant le quarter. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui avait posé la question durant le conference call. Et la réponse alors je sais plus, je crois que c'était le CEO qui avait répondu. Il n'avait pas fait une réponse du style... En gros, il n'avait pas donné vraiment d'éléments. Il avait dit que nous sommes enthousiasmés. Enfin, on est enthousiasmé par le futur de la boîte, etc. Mais il n'a pas donné de réponse concrète comme quoi est-ce que ça allait s'améliorer ou pas. Après, quelque part, on peut pas savoir. Hein, le futur est incertain et notamment en ce moment. Mais donc voilà, il n'y a pas de réponse qui était vraiment données là-dessus. En tout cas, ce qu'on peut espérer, c'est que le fait qu'ils ouvrent, qu'ils soient ouverts, notamment déjà des acquisitions et qu'ils aient annoncé leur nouvelle solution TruRisk Eliminate, on pourrait penser que ça permettrait à d'autres clients déjà qui sont des clients existants de Qualys à utiliser cette solution pour
pour leur entreprise. Et donc ensuite maintenant au niveau des risques, alors là il y a pas mal de choses qui sont intéressantes. Il y a déjà le risque de la concurrence, notamment que en fait même si CrowdStrike, Fortinet, Palo Alto ou Microsoft même, parce qu'il y a Microsoft aussi, qui sont même les plus gros, les géants des géants dans ce domaine-là, même s'ils sont pas exactement positionnés sur le segment de Qualys derrière, étant donné qu'ils ont un capital financier qui est extrêmement important, rien ne leur empêche de développer une solution qui va couvrir ce sous-segment du gros secteur de la cybersécurité. Et à ce moment-là, ça pourrait poser problème à notamment à des entreprises comme Qualys qui ont déjà des parts de marché importantes, mais ils pourraient perdre énormément de parts de marché parce que Fortinet et CrowdStrike et donc Palo Alto sont beaucoup plus gros, donc ils ont une influence des partenaires beaucoup plus gros. Donc ça c'est quelque chose qui pourrait être compromettant pour l'avenir de Qualys. Et c'est personnellement, je trouve qu'aujourd'hui j'investis pas dans Qualys parce que déjà je connais pas assez, j'estime que je connais pas assez le secteur, même si c'est un secteur qui m'intéresse fortement, je connais pas assez le secteur. Pour moi c'est un peu, je navigue un peu dans le brouillard quoi. Et donc j'ai un peu une faible visibilité sur la capacité des autres entreprises comme Fortinet, Palo Alto à aller sur ce segment, sur le segment de Qualys ou pas. Je sais pas à quel point l'avantage, le moat de Qualys est important dans ce secteur de niche. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que étant donné l'importance à quel point, étant donné à quel point pèsent ces géants-là, Fortinet, Palo Alto et tout, à mon avis, ça serait pas un problème pour eux d'aller sur ce segment-là s'ils le veulent. Donc voilà, donc je dirais qu'il y a un risque concurrentiel important, même si on reste dans un secteur de niche et pour l'instant on a quand même des parts de marché qui sont très importantes. Ensuite, il y a le fait qu'il soit en monoproduit, donc il dépend du fait que le client change de solution, qu'il fasse la sienne, ou alors qu'il aille chez quelqu'un d'autre à cause d'une meilleure technologie, d'un meilleur prix, ou encore d'une meilleure solution de manière globale. Donc ça, c'est le fait qu'il soit monoproduit. Ils ont qu'une seule plateforme, même s'ils ont plusieurs solutions à l'intérieur de cette plateforme, ils ont qu'une seule plateforme. Donc ça pourrait pousser d'autres, s'il y a un concurrent ou même s'il y a aujourd'hui par exemple Microsoft pourrait développer son propre parce qu'en fait ils avaient un partenaire justement avec Windows Defender, j'y arrive, alors c'était juste là, où est-ce que je l'ai mis, je l'ai pas mis là en fait. Mais en gros, on avait Microsoft qui a rompu son deal avec Windows Defender avec Qualys. Donc en gros, ils avaient un partenaire comme quoi Windows Defender pouvait utiliser les API de Qualys pour les proposer à ses clients. Donc ça représentait un revenu pour Qualys. Et ils ont coupé ce partenariat, ils ont modifié ce partenariat, ce qui fait que ça va impacter, ça a été coupé depuis le 1er mai, donc ça va impacter le chiffre d'affaires de Qualys. Et d'autre côté, des gros géants comme ça peuvent utiliser tout simplement d'autres solutions ou créer leurs propres solutions, étant donné qu'ils sont des capitaux qui sont beaucoup plus importants que Qualys. Et c'est un peu le désavantage l'inconvénient qu'a Qualys actuellement, sur ce segment-là en tout cas. Mais d'un autre côté, voilà, ils sont spécialisés dans leur sous-segment. D'un autre côté, c'est sûr que les entreprises qui ont beaucoup plus de capitaux, elles peuvent investir là-dedans, mais c'est toujours le risque qu'on a entre les large cap, les mid cap et les small cap. Donc la large cap, elle a beaucoup plus de capital financier, donc elle peut investir. Donc voilà, d'un autre côté, oui, Qualys a quand même des clients qui sont là depuis depuis très longtemps, comme l'a dit du coup le CEO juste avant. Et donc voilà. Ensuite, on a seulement une seule plateforme qui est TruRisk, avec plus de 20 solutions disponibles à l'intérieur. Et comme je l'avais dit, on n'a aucun client qui dépasse 10% des revenus. Donc ça, c'est quand même intéressant, c'est quand même important. Donc même si par exemple Microsoft a coupé son deal, ça va pas impacter le chiffre d'affaires à hauteur de 10%. Donc ça, c'est quand même important à savoir. Et on a aussi le risque. Le risque de monoproduit qui est compensé par le fait qu'ils aient beaucoup de clients. Comme on l'a vu, ils ont 10 000 clients et la probabilité que les entreprises annulent leur abonnement est faible, que toutes les entreprises annulent leur abonnement est faible, donc on a quand même une sécurité de ce point de vue-là. Et ensuite, ça va être le risque des clients et des partenaires. Donc, en fait, j'avais même pas vu, j'avais mis juste là, rupture de contrat avec Microsoft. Donc les analystes de Morgan Stanley ont estimé que Microsoft représente probablement 5 à 10% du chiffre d'affaires annuel de Qualys. Alors ça, c'est étonnant parce qu'en fait ils ont estimé, parce qu'on n'a pas en fait le véritable chiffre, mais quand on écoute les conférences calls et quand on écoute les derniers conférences calls des derniers quarters de Qualys,
on a le management qui nous dit que ça représente entre 1 et 2% ça va impacter la croissance à hauteur de 1 à 2%. Ce qui fait que moi je comprends pas pourquoi ils disent que ça représente 5 à 10% du chiffre d'affaires alors que le management dit que ça devrait impacter la croissance de 1 à 2%. Donc ça c'est quelque chose que, étant donné qu'on n'a pas les chiffres exacts de combien est-ce que Microsoft représente dans la totalité des revenus de Qualys, on n'a pas le chiffre réel, mais c'est bizarre qu'on ait une contradiction entre ce que disent les analystes de Morgan Stanley et de l'autre côté ce que dit le management. Donc voilà, donc nous pensons que les pressions, donc ça c'est les analystes qui disent, nous pensons que les pressions sur les chiffres d'affaires sont de plus en plus probables à l'avenir. Donc voilà, donc ça c'est ce que pensent les analystes. Après, encore une fois, moi j'ai pas vraiment d'avis tranché là-dessus. Et on a aussi quelque chose qui était dit. En ce qui concerne nos prévisions pour l'année entière 2024, notre guidance de revenus est de 600 millions à 610 millions de dollars, ce qui représente un taux de croissance de 8 à 10%. Pour le premier trimestre 2024, nous prévoyons que les revenus se situent entre 144 millions et 146 millions de dollars, représentant un taux de croissance entre 11 et 12%. Cette guidance inclut une réduction estimée de 1% de croissance des revenus 2024 en raison de l'arrêt de notre solution intégrée pour Microsoft Defender effectif à partir du 1er mai. Donc à mon avis, il parle, voilà, donc en fait là il parlait des revenus qui vont être impactés sur l'année entière de 2024, mais étant donné qu'ils ont perçu les revenus jusque mai 2024, le 1er mai 2024, donc c'est pour le restant de l'année de juin en gros à décembre que la croissance, la réduction estimée va être de 1%, mais si on comptabilise sur toute l'année entière, ça devrait être aux alentours de 2%. Donc c'est pour ça que je comprends pas en fait pourquoi est-ce que les analystes disent que ça devrait impacter à hauteur de 5 à 10% du chiffre d'affaires. Peut-être que c'est les conséquences de ce qu'implique cette rupture de contrat, peut-être que c'est les partenaires auxquels ils pourraient avoir accès à côté ou d'autres clients, mais en tout cas je trouve ça assez bizarre qu'il y ait une petite incohérence là-dessus, une petite contradiction au niveau de ce que disent les analystes et ce que dit le management. Maintenant pour ce qui est de la valorisation, alors là comme d'habitude on est parti sur un modèle donc de DCF, discounted cash flow, et à côté des multiples de valorisation. Juste avant on va montrer le PFCF de Qualys par rapport à ceux des concurrents, et aujourd'hui on voit qu'il y a vraiment, je trouve ça assez fou qu'on ait une faible valorisation pour Qualys. On est à 18 fois le free cash flow pour une entreprise qui quand même fait de la croissance ces dernières années. Si on va par exemple, là je suis sur TradingView, on va aller dans les financials et on va aller par exemple dans les déclarations, compte de résultats, et on va mettre en trimestriel, c'est très bien. Ces derniers trimestres, on est quand même sur des croissances qui sont impressionnantes au niveau du chiffre d'affaires, et on est sur pareil une croissance du free cash flow qui augmente quand même. Bon alors oui, on a quelques comment dire, une cyclicité, comme on l'a vu, parce qu'on a l'encaissement des revenus est différent en fonction c'est cyclique en fonction des revenus différés, des créances clients, etc. Mais sur une base annuelle, on est quand même sur une croissance qui est bonne, et même en TTM, si on regarde les 12 derniers mois par rapport à 2023, on est quand même sur une croissance aux alentours de 7-8%, ce qui est vraiment pas dégueu. Et derrière, on a en fait selon moi une valorisation 18 fois le free cash flow. Je trouve que c'est assez faible. Et à côté, on a donc les gros, Fortinet, Palo Alto, qui sont effectivement sur des niveaux de valorisation qui sont extrêmement élevés. Ce qui est intéressant de voir, c'est que là, on est par exemple sur Fortinet, on a 37 fois le free cash flow, et j'avais dit d'ailleurs dans une des dernières vidéos que j'avais faites où je parlais des entreprises qui étaient trop chères à mon goût, qu'aujourd'hui Fortinet c'était clairement une entreprise qui était extrêmement chère. Même si c'est une entreprise qui est forcément au niveau des chiffres, il n'y a aucun problème. Mais on pouvait voir qu'on pouvait choper Fortinet. Et personnellement, je connaissais pas la boîte à ce moment-là, mais on pouvait la choper à un price to free cash flow à peu près équivalent de celui du price to free cash flow auquel est Qualys actuellement, aux alentours de 18 fois le free cash flow en 2023. Donc là, c'était vraiment lorsque je crois que il y avait toutes les entreprises qui baissaient à ce moment-là, et lorsqu'on a eu l'annonce de la baisse des taux, je crois que non, je sais plus si c'était une annonce de la baisse des taux ou quelque chose qui avait oui, je crois que c'était Jérôme Powell qui avait annoncé implicitement que les prochains mois on pouvait avoir une baisse des taux. Ça a fait rebondir le marché, et là tout le marché a rebondi. C'était aux alentours de novembre, je crois, 2023, et donc ça corrèle parfaitement avec les ratios de valorisation. On voit que on était à peu près à des mêmes ratios de valorisation. Donc pour moi, avoir du Fortinet à 18 fois le free cash flow, pourquoi pas. L'avoir à 38 fois, pas du tout, quoi. C'est pas du tout, ça m'intéresse pas du tout. Par contre, Qualys, on voit qu'on est quand même sur des ratios de valorisation qui sont intéressants en ce moment, et on peut voir qu'encore une fois tout est cyclique, c'est-à-dire que il y a un an on était à 18 fois pour Fortinet, aujourd'hui on est au double, et donc voilà, pareil pour par exemple si je regarde Rapid7, on est à 20 fois le free cash flow aujourd'hui, on était à quasiment 60 fois en début d'année.
Donc ça, c'est vraiment, bon, ça change. Après, c'est parce que là, c'est dû à une croissance qui a été énorme à une croissance du free cash flow qui a été énorme ces derniers trimestres. Mais en tout cas, pour ce qui est de Tenable, pareil, on est sur un price to free cash flow de 30. Moi, je comprends pas. Honnêtement, je comprends pas parce qu'en fait, on est à un price to free cash flow de 30. Alors qu'on a des stock-based compensation qui sont juste indécents en fait et qu'il n'y a aucun rendement pour l'actionnaire. Donc je comprends pas et je suis un peu d'accord avec ce que disait en fait Philippe Courteau au début quand je mettais rapidement le passage où il parlait. Il disait que Wall Street favorise la croissance et que en fait il donne l'occasion à ces entreprises de se développer là. Oui, il donne l'occasion à ce style d'entreprise, à ce type d'entreprise de se développer. Mais de l'autre côté, il crée pas de valeur pour l'actionnaire, quoi. Donc, moi, je comprends pas du tout. À moins qu'ils espèrent que, derrière, ils vont avoir ils vont faire moins de stock-based compensation et qu'il va y avoir de plus en plus de rentabilité pour l'actionnaire. À ce moment-là, ok, pourquoi pas, mais c'est le futur et le futur est incertain, on peut pas savoir. Donc, moi, je comprends pas. Donc, c'est pour ça que je trouve qu'il y a vraiment une incohérence là-dessus. Pourquoi on devrait payer 30 fois les bénéfices, pour une boîte qui délivre autant de free cash flow que va diluer ses actionnaires. Je trouve que c'est incohérent, quoi. C'est complètement incohérent. Ensuite, si on regarde Microsoft, bon, c'est trop cher. CrowdStrike aussi, c'est trop cher. Donc bref, on est pour Qualys à une valorisation très intéressante, du moins par rapport à l'historique. Donc voilà pour ça. Ensuite, donc là pareil, j'ai mis les multiples de valorisation et là c'était donc le PFCF et le price to operating cash flow. Donc là, on est à peu près sur des niveaux quasiment similaires, qui étaient un peu moins similaires avant parce qu'on avait des acquisitions qui étaient importantes. Et aujourd'hui, on fait plus d'acquisitions. Je crois que la dernière acquisition en date, elle a été faite en 2021 ou 2022, je sais plus. Je crois que c'était Total Cloud parce qu'ils ont un segment cloud maintenant qui développe. Et donc là, on est vraiment sur de toute façon des dépenses en capex qui sont extrêmement faibles, ce qui fait qu'on va avoir une très faible différence entre le price to free cash flow et le price to cash flow. Et ensuite on a donc le discounted cash flow. Donc ça en fait je vais vous montrer directement sur le sheet que j'ai, sur le sheet que j'utilise. Donc là on se retrouve directement sur le fichier Excel que j'utilise. Alors c'est pas moi qui l'ai fait, c'est grosse dédicace à Gauthier d'ailleurs, si tu passes par là, grosse dédicace à toi qui l'a fait, vraiment qui a fait un travail fabuleux pour le faire. Moi je l'avais sur une version sheet qui était un peu moins qui était beaucoup moins ergonomique, on va dire. Donc là en gros ce qu'on a à mettre, c'est juste on met le nom d'entreprise, ensuite on met les actions diluées en circulation, la dette totale, les liquidités et investissements à court terme, ensuite on met le free cash flow et on met donc l'année du free cash flow, donc la dernière année, et là on a une estimation du price to free cash flow. Donc ce qu'il faut remplir, c'est les montants en jaune. Donc là en gros on met la croissance annuelle, donc je vais peut-être un peu plus zoomer, tac, voilà, on met la croissance annuelle du free cash flow estimée pour ces 10 prochaines années. Donc est-ce que vous pensez, par exemple, moi dans un scénario pessimiste, j'ai mis que la croissance de Qualys pouvait être de 6% par an. Voilà. Donc même on va être encore plus pessimiste, on va dire 5. Pour une croissance normale, on va dire 7. Et pour une optimiste, on va dire 9. Et un price to free cash flow d'arrivée, là aussi on est pessimiste, on dit 18 pour un scénario pessimiste, 20 pour un scénario normal et 22 pour un scénario optimiste, sachant que on était sur des ratios de valorisation qui étaient beaucoup plus élevés historiquement. Si je reviens rapidement ici, on était vraiment pour 2020, entre 2016 et 2020, même entre en fait on est vraiment au plus bas aujourd'hui, par rapport, même la dernière fois qu'on était aussi bas, c'était en 2016 et également durant la crise Covid. Donc en fait voilà, et même là on est encore plus bas que la crise Covid. Habituellement on s'échange aux alentours de 25 voire 30 fois le free cash flow, voire même parfois plus. Donc c'est vraiment une estimation pessimiste. Et donc si je reviens là rapidement, on est donc à 22 pour un scénario optimiste, 20 et 18. Et donc là ensuite je vais dans la partie résultat, et là on a le prix auquel on doit acheter l'action en fonction de son scénario et du rendement qu'on souhaite. Donc là tac, je vais zoomer un petit peu, tac ici, et non je vais mettre le truc en dessous, ça va être mieux. Je vais mettre en grand, je vais y arriver. Voilà, donc là on a le prix d'achat pour le rendement souhaité. Donc là pour un scénario pessimiste, on devrait acheter, par exemple si on veut un rendement de 12% par an, on devrait acheter l'action aux alentours de $113 pour ce scénario pessimiste au maximum. Donc la fair value serait aux alentours des $113. Ensuite on devrait pour un scénario normal acheter à un prix de $137 maximum, donc c'est la fair value. Et ensuite pour le scénario optimiste, donc scénario de 9% par an, on serait sur une fair value à 168. Donc moi, étant donné que je souhaite une marge de sécurité vraiment minimum de 20%, j'aimerais que ce soit inférieur à 20% à 80% de ce prix-là pour un scénario normal. Donc on serait aux alentours, à peu près à vue d'œil, aux alentours de $110, sachant que les estimations, $110 c'est le prix auquel je devrais payer l'entreprise avec une marge de sécurité de 20%. Donc à peu près
ce qu'on a au scénario pessimiste. Et sachant que même le scénario normal en soi, il est pas très optimiste, il est même plutôt pessimiste dans le sens où quand on regarde la croissance passée, même quand on regarde la croissance du secteur de manière générale de la cybersécurité et de ce segment-là qui est la gestion des vulnérabilités, on voit qu'on est sur une croissance en moyenne de 9,7% par an jusque 2027. Donc voilà, il y a quand même de la croissance. Et sachant que Qualys est quand même parmi les mieux positionnés pour avoir cette croissance dans le futur. Donc à voir. En tout cas, je trouve que c'est un très bon prix en ce moment. Personnellement, je suis pas actionnaire de l'entreprise et je compte pas rentrer à court terme, étant donné que j'estime ne pas connaître assez, on va dire, le secteur, et je manque de visibilité. Comme je l'ai dit, je navigue un peu dans le brouillard par rapport à ça. Donc voilà. Et là, j'en profite pour revenir très rapidement sur le graphique de Qualys. Donc là, on peut voir qu'en fait, on a une chute de tac. Si je reviens depuis le début de l'année, c'était donc depuis l'annonce des résultats, en gros. L'annonce des résultats jusqu'aujourd'hui, on est à moins 40%, ce qui est quand même pas négligeable. Et en fait, c'est une succession d'événements qui fait que on a eu la rupture du contrat avec Microsoft. Donc ça, c'est très important, sachant que la boîte était, selon moi, là pour le coup, assez chère, 31 fois le free cash flow, sachant qu'il faut déduire les stock-based compensation. D'ailleurs, je ne l'ai pas fait avec vous, mais en fait, on est à peu près à 30% de stock-based compensation. Donc ça veut dire que là, si on a un prix sur free cash flow d'à peu près 31, vous faites 31 divisé par 0,7, donc 1 moins 0, et vous allez avoir le vrai price to free cash flow, on est à 44, quoi. Donc là, c'est pas du tout pareil. Et pareil, si je prends le price to free cash flow d'aujourd'hui, donc on est à 18,59. Si je fais 18,59, il y a à peu près 0,30, enfin il y a 30% de stock-based compensation. Je fais ça avec vous, tac, on est là, et on est sur un vrai price to free cash flow aux alentours de 26, entre 26 et 27. Donc on est quand même plus élevé, et donc voilà. Donc en gros, ce qui a fait que aujourd'hui l'entreprise se retrouve à ce niveau de valorisation là, c'est une succession d'annonces, on va dire, négatives. Premièrement, l'annonce de la rupture du contrat avec Microsoft. Ensuite, c'était le résultat du Q1 où on a eu une hausse des résultats, mais des résultats qui ont été inférieurs aux attentes. Alors je crois que, enfin ça me surprendra toujours, hein, mais on a parfois le résultat, même le chiffre d'affaires, il est manqué de 0,5% ou de 1%, et bim, l'action, elle va se prendre moins 10% dans la gueule. Donc ça, je comprends pas non plus, sachant qu'il y a de la croissance, quoi, et c'est ce qui compte. On a eu, selon moi, il y a quand même des explications qui ont été quand même importantes à souligner, qui sont, on a eu le net dollar expansion rate, qui était alors c'est même pas 105, non, c'est 104, c'était 104 ici, là c'était le trimestre précédent, donc je vais mettre 104, c'était 104, et pour le résultat Q2, on était donc sur un net dollar expansion rate de 102%, donc tac, je vais mettre avec vous, et ce qui fait que ça explique quand même qu'on a une chute. Après, je trouve que cette succession de chutes qui fait qu'au total on a fait moins 40%, je trouve ça un peu élevé, honnêtement, je trouve ça un peu élevé. Après, encore une fois, je suis pas au niveau du secteur, je m'y connais pas du tout, donc peut-être qu'il y a une justification, peut-être qu'il y a quelque chose que je vois pas. En tout cas, moi, ça me paraît vraiment pas vraiment abusé non plus, mais je trouve que c'est un peu trop, honnêtement, par rapport à ce que peut délivrer la boîte dans le futur, et même par rapport aux concurrents, quoi. Il y a des concurrents qui sont à 30 fois le cash flow, 30 fois le free cash flow, alors qu'ils délivrent aucun rendement pour l'actionnaire. C'est complètement débile. Donc voilà, en tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé, et nous, on se dit à la prochaine.